Bonjour, bienvenue sur Vlan Leadership, un podcast sur lequel on parle de leadership plutôt conscient. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Henri Boucher. Salut Henri. Salut Grégory. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on va parler de ta société qui s'appelle Xelia. Xelia. D'abord, parce que c'est pas une société extrêmement connue, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Xelia? Xelia, c'est une société déjà qui vient d'avoir 20 ans. Ouais. Donc on vient de fêter nos 20 ans, société qu'on a créée il y a 20 ans avec Cyril Boucher qui est donc mon frère, Blaise qui est notre troisième associé, et aujourd'hui Xelia, on est principalement un éditeur. Mais depuis quelques années, on s'est un petit peu transformé, on en parlera si tu veux. Oui. On est devenu éditeur, accompagnateur, formateur. Alors quand je dis éditeur, c'est éditeur de logiciels, des solutions métiers à destination des petites et moyennes structures, globalement dans certains secteurs d'activité. On est extrêmement présent dans le secteur du médico-social, mais on est également présent auprès des cabinets d'avocats et des cabinets d'expertise comptable. Donc ça, c'est les secteurs métiers sur lesquels on intervient. Et le savoir-faire qu'on apporte à nos clients, c'est donc d'abord l'édition de logiciels, mais on a complété ça récemment avec le métier d'accompagnateur. Donc on est désormais une société de conseil qui vient accompagner à la mise en place ou à la recherche et à l'atteinte d'objectifs stratégiques. Et on est même allé jusqu'à l'étape de devenir organisme de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même jusqu'à former au métier de nos clients. Wow. Ok. Donc on peut en reparler si tu veux, mais voilà, certains nous disent mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Mais voilà, nous notre vision c'est que ça nous permet d'adresser toute la chaîne de la problématique de nos clients en ayant le système d'information, l'atteinte des objectifs stratégiques et la formation des salariés. On va parler transformation, de toute façon c'est tout le but de cette conversation. Tu peux nous donner quelques chiffres? Oui, Xelia aujourd'hui c'est 245 collaborateurs, on atteint à peu près les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on adresse globalement à peu près 20 000 utilisateurs sur l'ensemble de nos différentes verticales métiers, donc voilà, et puis 20 ans, voilà le dernier chiffre. Pas mal. Ouais. Alors, ce qui m'a attiré vraiment, c'est que vous êtes une entreprise libérée, on peut dire ça? On peut dire ça. Ce qui va m'intéresser, c'est le processus de transformation, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans le change, parce que on vit une période qui est très compliquée, et donc il y a plein de gens qui se posent des questions en termes de business model, donc on va revenir aussi sur le business model, en termes d'organisation, en termes d'engagement collaborateur, en termes de RH de manière générale, en termes d'impact de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, c'est tous les sujets que j'ai envie qu'on couvre ensemble. Et sans doute que la première question, elle est assez simple, mais... Enfin, simple, non, pas nécessairement, mais... à l'origine, vous n'étiez pas une entreprise libérée. Vous étiez trois amis qui avaient créé une société. Enfin, trois amis, deux frères et un Plus ami. précisément, c'est Cyril et Blaise qui se rencontrent à l'origine, deux ingénieurs qui se rencontrent à l'INSEAD et qui sortent de l'INSEAD avec une idée qui est comment est-ce qu'on peut apporter aux petites et moyennes structures les moyens informatiques que seuls les grands groupes peuvent s'offrir. Et finalement, si on se reprojette en 2005, je te rappelle que le mot cloud, il n'existe même pas encore. Hein. Ah ben, je me souviens bien. Voilà. Donc on arrive, nous, avec cette vision de l'externalisation de l'IT. Donc comment on peut proposer vraiment des solutions technologiques très performantes en les simplifiant et en les rendant accessibles au plus grand nombre dans les petites structures. Et donc, ça, c'est la rencontre de ces deux hommes-là. Et moi, je suis en école supérieure de commerce. Je suis en train de sortir d'école supérieure de commerce. J'annonce très fièrement à mon frère, ouais, je sors d'un entretien chez Accenture, c'est génial. Et il me dit, ouais, c'est bien. Mais si tu veux, j'ai un autre projet pour toi. Est-ce que ça te dirait pas de rejoindre le projet entrepreneurial? Je peux te faire gagner 10 ans d'expérience. Wow. Et donc, du coup, je dis, ah, ok, allez, banco, et je rentre dans l'aventure. Et donc, dès 2005, quelques jours après la création de l'entreprise, je m'associe à eux et on développe l'activité de manière assez importante avec également la femme de mon frère, donc ma belle-sœur, qui rejoint également la même année. Donc, on se retrouve pendant un certain nombre d'années, 4, à porter cette aventure. Alors, comment vous avez décidé et quand est-ce que vous avez décidé la transformation du groupe? On va se reprojeter quelques années en arrière sur une période qu'on a tous bien en mémoire.
le 17 mars 2020. Ok. Le Covid. Ouais. Voilà. On se retrouve tous bloqués à la maison. Et là, dans toutes les entreprises, waouh, ça chahute, hein. Tout le monde se dit, OK, comment on va faire, comment on s'organise, tu fais des codires tous les jours à 14 heures pour essayer de maintenir tout le monde à bord, c'est quoi notre plan d'action, etc. Et puis, dès que la première semaine passe, finalement, on commence à avoir un petit moment de pause et de se dire, tiens, mais est-ce qu'on va sortir de cette crise de la même manière qu'on y est rentré? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une crise qu'on ne peut pas s'interroger sur nous-mêmes et de se dire, tiens, y aurait-il pas quelque chose à changer? Et là, on a notre ex-DRH, Sarah, qui vient vers nous, qui vient d'abord vers Cyril d'ailleurs, avec une idée. Est-ce que ça serait pas intéressant de venir creuser ce qui se passe autour d'un mode d'organisation un petit peu différent? Il y a un livre que je t'invite à lire qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Qu'est-ce que tu en penses? Donc Cyril commence à regarder ça, puis il m'en parle. Et puis moi je lui dis, ah bah tiens, c'est intéressant parce que ce livre je l'ai déjà lu, mais alors dans un aspect complètement différent, parce qu'en fait l'organisation Opale définie par Frédéric Laloux était en train d'arriver dans notre secteur d'activité où se trouvaient nos clients, le médico-social, et nos clients étaient en train de s'organiser en équipe autonome. Et donc moi, j'avais lu ce livre, mais plutôt en tant qu'éditeur, à dire, bah, tiens, mais quelles sont les innovations technologiques que je pourrais inventer pour venir soutenir ces innovations managériales? Donc j'avais une première lecture, puis là, quand ça revient, je dis, bah oui, c'est intéressant, je vais le relire, mais cette fois en se disant, tiens, est-ce que ça serait applicable à nous? Et en fait, quand on se regarde, on se dit, 2019 a été une année incroyable. On a fait 40% de croissance. C'était super. Mais on s'est fait mal. Et moi, le premier, d'autres personnes également dans l'organisation sont allées taper le mur. Et donc, quand j'échange avec Cyril et Sarah, on est un peu sur cette réflexion que la croissance, c'est bien, mais ça fait mal. Et donc, on part un peu sur un cahier des charges. Existe-t-il un modèle d'organisation capable de concilier bien-être et croissance? Voilà. Sujet de philo du prochain bac. Je vous invite à réfléchir à ça. Et donc, ça c'est le point fondateur. Et donc là, on se met à lire Frédéric Laloux, Isaac Getz, l'entreprise libérée, la théorie autour de l'holacratie. Tous ces éléments nous inspirent. Et puis finalement, on arrive quelques mois après, donc tu te décales légèrement, on est en avril 2020, on dit, on va interviewer des entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Et là, en interviewant ces entrepreneurs, on est marqué, on arrive à peu près à faire une dizaine d'interviews. Et on est marqué parce qu'il y en a la moitié qui a fait demi-tour. Mais c'est ça. Ouais. Moi, je connais pas beaucoup d'entreprises libérées. Ouais. Mais je vois bien, en fait, en faisant ces épisodes sur Vlan, que il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce... Enfin, en fait, ils voient ce qu'il y a dans le livre, mais après, pour l'appliquer, c'est difficile. Ouais. Donc, Et donc, voilà. Donc, on se pose exactement cette question et on sort de là. Et la moitié a fait demi-tour. Et donc, on tire deux leçons. La première, c'est si tu le fais à fond. Et la deuxième, cherche pas de méthode, c'est à toi de l'inventer. Okay. Tous ceux qui se sont arrêtés au milieu du gué, quand on leur dit, alors du coup, vous avez fait comment avec les managers pour leur annoncer qu'il n'y avait plus de managers? Et quand on a comme réponse, ah non, mais on a gardé les managers, tu te rends compte, on ne pouvait pas se permettre d'eux. C'est pas aller au bout de l'idée, là. Et quand on en a certains qui nous disent, bah moi j'ai pris tel livre et puis j'ai déroulé la méthode, mais en fait ça nous correspondait pas vraiment. Je fais, ok, donc là c'est le by the book, mais qui marche pas, quoi. Donc quand tu prends conscience que si tu veux faire une telle transformation, il va falloir y aller franco et passer du temps à écrire ton propre modèle, bah là tu analyses vraiment la chose. Et alors après, bah, on arrive à un moment fatidique après nos réflexions qui est juin 2020. Ça va très vite, hein, quand même, parce que on va vite. Hein. De mars à juin, c'est pas non plus. C'est pas non plus beaucoup, mais rappelle-toi, hein, quand c'est le Covid, on a du temps. On a quand même, tout le monde est un peu à la maison, tout le monde est un peu crispé. Bon, tu dois aider tes gamins à faire leurs devoirs, tu dois faire tout ça, mais bon, globalement, il y a un petit peu un marasme où il faut essayer de créer une dynamique, s'interroger, réfléchir pour pas se morfondre dans la situation dans laquelle on est.
Et donc voilà. Et donc juin 2020, grande annonce. Voilà, faut quand même imaginer la scène. Hein. C'est une visio. À l'époque, nous sommes 135 personnes. On fait une visio avec 135 personnes et dans laquelle on annonce une proposition d'aller tester ce modèle d'organisation. Une envie. On expose comment ça pourrait fonctionner et on propose de dire on va faire un POC, un proof of concept, un pilote. Et alors bien sûr, les gens entendent d'abord, ok, donc on va prendre une équipe qu'on va faire vivre en mode labo dans un coin, on va regarder comment ça survit. On dit non, on veut pas de ça. On veut que ça concerne tout le monde. Donc du coup, on a dit une demi-journée par semaine, on va créer une shadow organization. Une demi-journée par semaine, vous allez travailler dans le nouveau mode. Et le reste du temps, vous êtes comme d'hab avec vos managers et vous faites votre métier d'habitude. Attends, j'ai 3-4 questions quand même. Ouais. Comment vous prenez des décisions aussi rapidement ? Est-ce qu'il y a un travail que vous avez fait sur vous entre-temps ? Et comment réagissent les collaborateurs quand tu leur sens ça ? Parce qu'en fait, je pense que là, on est dans un petit monde où on sait tous les deux de quoi on parle, mais enfin, pour la très grande majorité des gens, c'est un choc assez fort. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment envie d'être dans une entreprise libérée, par ailleurs. Mais clairement. Donc, alors attends, je t'ai posé plein de questions. Ouais, donc je reviens sur la première. Nous, tu as raison que tu ne fais pas ce genre de changement sans un énorme travail sur le lâcher-prise. Énorme travail sur le lâcher-prise. Et ça, je pense qu'on peut vraiment remercier Sarah, encore une fois, qui est... on parle souvent un petit peu de la source dans les moments de réflexion et de changement. Elle nous a apporté un petit peu ce moment pour penser différemment et elle nous a sensibilisés sur cette notion de lâcher-prise. Dans les gars, si on va vers là, vous-même, comment vous vivez les choses. Mais ça, c'était en mars. Ça, ouais, mars. C'est toutes ces réflexions, mars, avril. C'est là-dedans que ça se passe. C'est rapide. C'est rapide, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que c'est rapide, mais si tu veux, on a plutôt un tempérament à y aller assez fort, d'une manière générale. C'est la culture. C'est la culture. Donc, et encore une fois, tu vois, il y a notre petit parallèle quand on dit... mais alors, du coup, vous êtes fait accompagner par des gens, etc. J'aime bien répondre en général, dire oui, par des livres. Parce que finalement, parfois, tu as toujours un petit peu l'impression que certains consultants, c'est juste le gars qui a lu le livre avant toi. Tu vois. Oui, bien sûr. Donc, si tu aimes lire, c'est pas trop... il a le temps aussi. Et le temps, voilà. Et du coup, voilà, on s'est beaucoup inspiré, on a beaucoup lu, on a beaucoup échangé avec Sarah. Et donc, voilà, dans ce trio, on a fait émerger des idées, des réflexions, etc., jusqu'à finalement commencer à poser les premières pierres d'une organisation, mais vraiment que les premières pierres. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est d'une violence extrême. Rajouter au fait qu'on est en visio. Ouais, c'est ça. T'imagines ? Et si je te renforce encore le trait, imagine que les 27 managers et directeurs de cette organisation pyramidale historique... Qui sont très fiers d'avoir leur poste. L'apprennent en même temps que tout le monde. Wow. Donc pour eux, grosse violence. Comment vous avez pris cette décision de ne pas leur annoncer avant ? Écoute, cette décision, elle est mûrement réfléchie. Et elle vient du fait que, si tu veux, d'abord, on annonce un pilote. On n'annonce pas un changement. Donc on annonce le fait que si ça ne marche pas, on n'ira pas. Première chose. Et deuxième chose, on sent que si on doit l'annoncer avant à ceux à qui on va dire qu'ils n'ont plus leur raison d'être de management, on va passer 1 an à se faire convaincre du contraire. Ouais. Donc on assume. On assume et on dit on va y aller, on va bien voir comment ça se passe. Et c'est un moment de réflexion, donc profitons de cette période. Tu sais, c'est comme quand tu es sur un navire, tu vois. Un navire, tu ne le fais pas de changer de direction quand tu es en pleine vitesse. Mais quand ça ralentit, tu te dis, puisque mécaniquement, quand le Covid arrive, l'économie ralentit. Par définition. Par définition. Alors nous, on a de la chance, on a une boîte de SaaS, on n'a pas fait une baisse de chiffre d'affaires. Nous, on a juste ralenti notre croissance. On est passé de 40% de croissance à 15% de croissance. Mais on va toujours bien. Oui, bien sûr. Voilà. Mais par contre, on se dit, c'est le moment. C'est le moment, parce que quand tu es une boîte qui est organisée pour gérer de la croissance, et qu'elle ralentit, du coup, tu as du temps pour faire des choses, puisque tu es organisé pour la croissance. Par définition.
Donc, du coup, on fait ça. Et alors, grande violence. Mais alors, comment on accompagne ça? Déjà, par la notion de pilote. Et puis après, dès juillet, on lance un concept, si tu veux, qui est la co-construction. On symbolise vraiment cette notion de co-construction de cette organisation. Et donc, on sollicite les équipes en leur disant, voilà, si vous êtes suffisamment convaincus par l'idée de cette transformation d'organisation, vous vous déclarez comme ambassadeur. La seule règle pour entrer dans le cercle des ambassadeurs, c'est qu'à l'intérieur du cercle, on a le droit de tout se dire. À l'extérieur du cercle, on est positif. Donc moi, je leur dis, on ne ment pas, mais on est positif. Parce que je te confirme qu'une fois qu'on avait raccroché de cette visio, on a eu des remontées d'huile de partout, mais on va partir dans le mur, mais moi, et mon employabilité, mais qu'est-ce que je vais devenir? Moi, j'étais manager, donc si je suis plus manager, c'est quoi ma raison d'être? Pourquoi je suis là? Et puis les équipes, c'est, mais attends, mais s'il n'y a plus de manager, mais qui décide, etc. Et quid de mon salaire? Et quid des salaires, voilà. Et donc, on arrive vraiment à toutes ces questions. Et donc, en juillet, alors il y a un moment phare, si tu veux, qui est que il faut donc commencer à définir ce concept d'équipe autonome. Alors juste avant ça, je voudrais bien que tu reviennes sur, c'est quoi ce POC précisément? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pendant cette demi-journée? Eh bien, alors pour répondre à ta question, je viens sur mon point. On commence par définir les équipes autonomes. Parce que le modèle d'organisation qu'on propose, c'est de dire on aplanit cette pyramide, on enlève le management intermédiaire, et on fait une organisation qui a une succession d'équipes autonomes qui vivent sans manager, en auto-organisation, dans une logique, si tu veux, de confiance et de responsabilité. Voilà. Autonomie et responsabilité, comme vraiment les deux faces d'une même pièce. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'autonomie, mais vous allez être responsable. Voilà. Donc ça, il y a quand même un mindset là aussi à faire comprendre. Et donc le grand principe, c'est quand même que ce n'est plus des personnes qui managent, mais c'est l'équipe qui manage. Voilà, c'est pas qu'il n'y a plus de management, c'est que c'est l'équipe qui manage. Je vais y revenir un petit peu après. Donc on définit les équipes. Et alors nous, on fait un choix, si tu veux, qui est de recréer l'esprit start-up qu'on a connu à l'origine, c'est-à-dire un maillon suffisamment petit pour que tout le monde se connaisse, tout le monde travaille bien ensemble. Et en gros, une équipe autonome, c'est à peu près 20 personnes. Ouais. Et là, dans ces 20 personnes, tu as des gens de métiers très différents, des commerciaux, des techniciens, des développeurs, des formateurs, des métiers très différents. Mais alors, quel est leur point commun? C'est qu'en fait, ils adressent à un marché bien défini, un sous-ensemble de clients de l'ensemble de notre portefeuille, qui est bien identifié et qui n'est pas en concurrence avec les équipes voisines. Chacun se retrouve à définir un marché. Et donc, même le secteur médico-social dont je parlais tout à l'heure, finalement, le divise en plusieurs secteurs. Pour te donner un exemple, dans le secteur du médico-social, tu as des structures privées et tu as des structures associatives. Et en fait, on se rend compte qu'on n'adresse pas de la même manière une structure associative qu'une structure privée. Le langage n'est pas le même, les intentions ne sont pas les mêmes, les dirigeants ne sont pas les mêmes, et même dans le côté intrinsèque des gens, tu as des gens qui ont plus envie de travailler pour des associations et d'autres qui ont plus envie de travailler avec des entreprises. Et donc, en fait, on structure ces différentes équipes avec Sarah et Cyril. Puis après, là, il y a un fameux dîner, je me rappelle très bien, qui est, bon, alors maintenant qu'on a créé ces boîtes, qui décide qui va aller dans quelle équipe? Oui. Début du dîner. J'avais la question en tête, bien sûr. Voilà, début du dîner. Non, mais c'est quand même plutôt à nous de le faire, parce qu'on connaît les forces et faiblesses de chacun. Si on veut un truc qui tienne à peu près la route, on va répartir les gens. Fin du dîner, je dis souvent, le vin devait être bon. À la fin du dîner, on arrive à la conclusion que non, en fait, c'est complètement contraire à l'idée même de ce qu'on veut faire. On va les laisser choisir dans quelle équipe ils veulent aller. Un peu comme les équipes de foot à l'école, quoi. Ouais, chou, fleur, chou, fleur. C'est à peu près ça. Et bien là, si tu veux, dans l'esprit, on assume et donc on annonce à l'organisation, voilà, on a structuré ça sur un principe d'équipe marché autonome qu'on appelle les EMA, les équipes marché autonomes. Voici les différents marchés que nous vous proposons de faire. Maintenant, à vous de choisir dans quelle équipe vous allez le plus vous retrouver. Donc là, tu as un peu de flottement derrière parce que tu te dis est-ce que ça va marcher, etc. Et finalement, même parce qu'on n'a pas pu faire autrement, tu sais, il y a des moments où tu dis oh, là j'ai un déséquilibre, tu vois, ils sont 30 d'un côté, 10 de l'autre, il faut peut-être que j'aille les voir pour rééquilibrer. Et bien en fait, tout ce qu'on a essayé de faire par nous-mêmes en incitant des gens à changer, ça a été un échec. D'accord. Donc on a laissé faire. Et en fait,
par nature, ça s'est rééquilibré, en laissant du temps. Quand je dis du temps, Oui, j'ai l'impression que vous allez très vite. on va très vite. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. On a construit les équipes. Et alors, pour répondre à ta question, du coup, à partir du moment où les équipes étaient faites et les gens avaient choisi dans quelles équipes ils étaient faits, eh ben, tu t'imagines les mardis après-midi, alors, toujours en Teams, toujours en visio, ils se réunissaient, tous ensemble, pour travailler ensemble sur certains sujets. Et là, ils commençaient à apprendre à se connaître, parce que certains ne se connaissaient pas. Et puis, il y avait d'abord la co-construction de l'organisation. Donc, il y avait plein de questions qui émergeaient. Puis après, il y avait des sujets, on a travaillé sur l'innovation participative, c'est-à-dire qu'on a mis en place une plateforme pour demander à chaque équipe d'inventer un projet d'innovation. Ça a fédéré les équipes. Chaque équipe devait trouver une idée d'innovation sur laquelle ils voulaient s'investir. C'est quoi la plateforme juste... On a choisi une plateforme qui s'appelle TeamStarter. Je ne sais pas si tu les as déjà rencontrés, qui a été créée par Ségolène Moutarde, et donc on a été un de ses tout premiers clients. Et c'est une plateforme, si tu veux, de crowdfunding interne qui permet aux équipes de faire naître des projets et d'obtenir du financement interne. D'accord. Pour que, en gros, ce soit l'organisation qui décide des orientations d'innovation qu'on peut prendre. Pas quelque chose de top-down, mais quelque chose d'un peu plus bottom-up, où les équipes sont... Voilà. Donc, on avait trouvé cet outil pour lancer un petit peu ces initiatives. Et puis, on avait un troisième morceau qui a également pas mal occupé les équipes, qui était un processus ISO. Je ne sais pas si ça te parle, les certifications ISO. Bien sûr. Voilà, mais c'était quelque chose d'assez structurant dans l'organisation et on voulait définir les process, définir un cadre bien précis. Voilà, donc c'était un peu dans ces après-midi, ils avaient 3 sujets à creuser. Comment j'apprends à vivre en équipe, quel projet d'innovation et comment je peux contribuer au processus ISO. Voilà, c'était ça, ces après-midi. Et donc, toutes ces après-midi sont mis en place. Et donc, en juillet, on lance le club des ambassadeurs. Et là, grande satisfaction, parce que finalement, à fin juillet, on a 36 ambassadeurs sur 135 personnes. Ah, c'est énorme. C'est quand même pas mal. Et coup de bol ou coup du destin, il y a au moins un ambassadeur par équipe. Donc, du coup, on a bien les remontées qui arrivent de partout. Et alors, quand on se réunit avec les ambassadeurs, donc Cyril, Sarah et moi, on se réunit avec les ambassadeurs et on prend toutes les remontées. Mais alors, mais qui va valider mes congés? Mais qui va décider de mes augmentations? Mais qui va décider si on ouvre un poste? Mais qui prend le client au téléphone s'il n'est pas content? Mais qui? Et qui décide? Et qui décide? Et donc là, on commence à écrire, à structurer, à penser, à échanger. Et la semaine d'après, on présente au club nos réflexions. Et donc Cyril, Sarah et moi, on a co-construit un document qu'on a appelé le cadre pour justement commencer à poser tous les grands principes. Alors, il y a 3 principes qui ont émergé de ce travail. Le premier, c'est l'équipe autonome, et ça, je pense que tu as compris le principe. Le deuxième concept, c'est la communauté métier. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'est très bien d'avoir ces équipes autonomes, mais en fait là, tu peux développer ta polyvalence, puisque tu es à côté de tes confrères, tu es en start-up, tu viens aider, donc tu as le commercial qui fait un peu de formation, le formateur qui fait un peu de déploiement, enfin tout le monde s'aide. Donc ça, tu développes ta polyvalence. Mais comment tu développes ta compétence ? Parce que, imagine, je suis développeur je suis peut-être le seul développeur. Mais comment je vais devenir meilleur développeur? C'est pas le commercial d'à côté ou le formateur qui va m'aider. Et donc, on crée le deuxième concept qui est la communauté métier. Ça veut dire que tout Xelian est forcément membre d'une équipe autonome et d'une communauté métier. Et donc, il se réunit à intervalles réguliers, toutes les semaines avec son équipe et au moins une fois par mois avec sa communauté. Et là, dans la communauté, du coup, tu as tous les gens qui font le même métier que toi, mais qui sont dans toutes les équipes. Et ils ont des outils numériques, genre, je sais pas, ça pourrait être un WhatsApp, mais... On est full Teams. Full Teams. Donc ils ont des Teams dédiés. Exactement. Des équipes. Donc tu as ton équipe Teams pour ton équipe Teams pour ta communauté. Ok, très bien. Et donc là, la communauté, c'est là où tu développes ta compétence, tu fais le partage des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de manager. Il y a juste des gens qui ont le même métier et qui vivent ensemble et qui partagent ensemble leurs préoccupations, leurs enjeux,
l'intégration des nouveaux, etc., etc. Dans Teams, il y a des systèmes de chat. Enfin, je sais pas, j'utilise pas Teams. Teams n'est pas qu'un outil de visio. Teams, c'est bien un outil, si tu connais peut-être un peu plus Slack ou autre, bien sûr, c'est vraiment l'équivalent. Hein. Donc c'est vraiment un endroit où il y a du chat, il y a des canaux de discussion thématiques, du partage de documents, etc. Donc c'est vraiment l'outil qui nous a permis, évidemment, et par chance pour nous, on l'avait mis en place 2 ans avant le Covid. Donc au moment du Covid, on était bien rodés sur tout ça. Et je fais une petite insert à cet endroit, mais juste pour que tu comprennes notre mindset, c'est que avant le Covid, on a déjà 40% des collaborateurs qui sont des télétravailleurs 100%. Tu imagines ça? C'est lié à quoi? C'est lié à notre ADN. D'accord. C'est pas parce que vous avez des problèmes de recrutement ou quoi? C'est vraiment. À l'origine de l'origine, si tu veux, on avait vraiment créé la boîte, si tu veux, avec cette capacité de pouvoir travailler de n'importe où. D'autant plus que Blaise, dans les toutes premières années de l'entreprise, il était encore à cheval avec les États-Unis. Il bossait depuis New York, etc., etc. Donc, de toute façon, il fallait qu'on puisse bosser de n'importe où. Donc, l'entreprise a été pensée comme ça. Et si on se souvient, on a eu une période qui s'est appelée la crise H1N1, encore avant, avec les fameux masques, dont on avait bien rigolé. Et bien, à cette époque-là, nous, on avait travaillé le plan de continuité d'activité. Ça veut dire qu'on s'était doté d'une organisation qui devait pouvoir basculer en mode full télétravail du jour au lendemain. Au moment de la H1N1, on avait mis ça en place. Donc finalement, quand le Covid arrive, on est prêt à ça. Et pour répondre à ta question sur notre ADN, ben en fait, comme on est outillé pour un mindset ouvert au télétravail, une approche très pensée sur la confiance, on avait déjà 40% des collaborateurs qui étaient des télétravailleurs 100%. Donc, forcément, quand on est dans ces outils, dans cette dynamique de co-construction, ça n'est pas un problème pour nous de co-construire à distance, tous ensemble, la nouvelle organisation. Comment tu arrives à créer un esprit d'équipe avec des personnes qui sont à distance? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal avec ça. Je vois des entreprises qui reviennent en arrière sur le télétravail. Je vois des collaborateurs qui demandent à venir au bureau pour voir des gens aussi, parce qu'il y a un gros problème de solitude. Mais bon, la solitude, ça peut être un sujet sur lequel vous vous penchez, mais il y a aussi cette question de comment je crée de l'acquaintance, de la proximité quand il n'y a que du télétravail. D'abord, le point pour moi qui est fondamental, c'est le choix. D'accord ? Nous, on n'impose pas le télétravail et on n'impose pas de venir au bureau. Ce qui est important, c'est le choix. Et à partir du moment où c'est un choix, en général, c'est mieux vécu que quand ce n'est pas un choix. Mais parfois, tu fais des mauvais choix pour toi-même. Parfois, tu fais des mauvais choix. Et donc, on doit aider à compenser éventuellement les gens qui iraient trop loin, trop dans la solitude, trop dans l'isolement. Mais partons quand même du principe que c'est un choix. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais juste que tu comprennes bien qu'à l'origine, quand je te dis avant le Covid, on a 40% des effectifs qui sont des télétravailleurs. Au moment de la transformation sur laquelle je vais revenir, on libéralise le télétravail, parce qu'en fait, quand tu étais salarié en Ile-de-France, tu devais venir au bureau, tu avais le droit à 2 jours de télétravail par semaine, ce qui était déjà énorme par rapport à l'époque. Bien sûr. Mais globalement, tu étais au bureau. Et ceux qui étaient en télétravail 100% étaient en télétravail 100%. Pour créer cet esprit d'équipe, si tu veux, on a toujours fait revenir les collaborateurs au bureau. Et dans la nouvelle organisation, la façon dont ça se met en place, c'est que on revient par équipe et par communauté. D'accord. Donc, le rythme, c'est à peu près 1 fois par trimestre. Mais 1 fois par trimestre, tu auras vu ton équipe en présentiel. Et ta communauté. Et ta communauté. Donc, ça te fait déjà 2 sphères. Bon, l'entreprise aujourd'hui, c'est à peu près 250 personnes. Donc, tu ne vois pas tout le monde. Mais on fait quand même un séminaire annuel dans lequel on réunit tout le monde. Et d'ailleurs, pour les 20 ans, on est ravis. On va pouvoir emmener tout le monde à Chamonix pour fêter les 20 ans de Xelia. Donc ça va être un super moment. On a hâte, c'est tout bientôt. Mais du coup, si tu veux, tu as quand même ce point de contact avec l'équipe et la communauté. Et alors, tout récemment, j'avance un petit peu dans le temps, mais tout récemment, on a rajouté encore une 3e notion pour recréer ce lien. C'est que Cyril et Sarah ont lancé les causeries. Les causeries, c'est Cyril et Sarah qui partent en province, sur un endroit, un territoire donné. Et là, ils font venir tous ceux qui habitent dans cette zone à un endroit où ils passent la journée ensemble.
Et là, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont d'équipes et de communautés complètement différentes, donc ils n'ont pas de raison de se croiser, à part le fait qu'ils habitent à côté les uns des autres. Et parfois, ils ne le savent même pas. Ah oui. Mais oui, parce que tu as un nouveau collaborateur qui vient d'arriver, il a intégré une équipe, mais il n'a aucune raison de savoir, c'est quand même la vie privée des gens, il n'a aucune raison de savoir qu'il y a Pierre qui en fait habite à 10 km, 50 km, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les causeries, où là, c'est finalement l'organisation qui descend ou qui va au contact des gens, des collaborateurs dans les régions, dans les territoires, et ça fait cette journée de partage où tu peux poser toutes les questions que tu veux et on aborde tous les sujets qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre. J'ai fait un petit parallèle sur le télétravail. Tu allais me reposer une question. Non, j'allais parce qu'en fait, il y a des questions qui sont remontées. Tu disais sur comment je vais, qui va décider du salaire. Donc, qu'est-ce que devient ça, troisième pilier. Maintenant, tu m'amènes avec exactement cette question parce que on a l'équipe, on a la communauté, et maintenant, qui décide? Et donc, on a décidé que on voulait absolument éviter le phénomène du chef haïon. On voulait pas d'un chef dans une équipe. C'est pas naturel d'avoir un chef dans une équipe? Si, ça vient naturellement. Mais du coup, si t'as pas envie de ça, comment tu fais? Parce qu'il faut quand même des gens qui prennent des décisions. Donc comment tu fais? Et ben nous, on s'est dit qu'on allait couper finalement ce rôle de manager en 7 rôles de référent. Donc on s'est interrogé justement sur toutes ces questions du qui décide, mais on allait les répartir sur plusieurs personnes différentes. Donc on a créé le référent stratégie, le référent planification, le référent performance, le référent qualité, le référent sécurité, le référent parcours, le référent bien-être. Les 7 référents ont été créés dans ce concept d'équipe. Et alors tiens-toi bien, les référents sont élus par leur pairs pour un mandat de 1 an, renouvelable maximum 2 fois. Pour faire une organisation qui vit. Une organisation où il n'y a pas des personnes qui sont accrochées à un rocher et qui n'en bougent plus. C'est une organisation qui vit, ça permet également à des gens qui ont pris une responsabilité de pouvoir librement ne plus l'avoir. Parce que si tu regardes bien notre pyramide traditionnelle, qui, une fois qu'il a été placé manager, peut dire « je peux arrêter ? Je voudrais bien cette année faire un peu autre chose. » Ben non. À partir du moment où tu es rentré dans la dynamique du N+1, tu peux plus en sortir. Sinon, c'est une dévalorisation de ce que tu es. Parce qu'on ne sait dans la pyramide ne reconnaître la valeur des gens qu'en leur proposant de passer en N+1. Il y a le salaire et le nombre de personnes que tu vas gérer. Voilà. Et puis la demi-lune, et puis la fenêtre. Et voilà quoi. Non, mais alors qu'en fait, dans ce modèle d'organisation, d'abord c'est un choix, encore une fois, et puis tu as le choix de pouvoir arrêter. Mais ça, c'est un confort incroyable. Quand tu regardes aujourd'hui les personnes que l'on recrute chez Xelia, tu verrais le nombre de personnes qui, quand on leur explique, attendez, vous avez, dans le processus de recrutement, vous avez bien compris, hein, chez nous, il n'y a plus de manager. Elle dit, non mais ça fait 20 ans que je fais du management, je serais ravi de plus en faire. Tu vois? Donc il y a vraiment cette respiration et cette possibilité. Et pour autant, une partie de ton temps, parce qu'il faut bien comprendre que les référents ne sont pas des gens qui sont référents à temps plein. Ils ont leur propre métier, mais ils ont une casquette de référent, et donc ils peuvent être référents. Donc dans les équipes, tu prends une équipe de 20 personnes, tu as quand même 7 référents. Ouais, ce qui est énorme. Enfin, c'est un énorme en proportion. Ouais. Voilà. Et donc c'est eux qui prennent les décisions. Alors, par exemple, pour donner quelques illustrations, qui décide des augmentations? Référent parcours. Qui décide s'il faut ouvrir un poste? Référent performance. Qui prend le client s'il n'est pas content au téléphone? Référent qualité. Qui s'assure qu'on respecte bien toutes les procédures ISO 27001 de sécurité, de protection des données et de l'information? Référent sécurité. Qui définit le SWOT et de l'équipe et la vision à 5 ans, le business plan de l'équipe? Référent stratégie. Qui s'assure de la mise en œuvre de ce qu'on a défini? Référent planification. Chacun dans son rôle. Tu vois l'idée? Et comment tu t'assures de l'évolution individuelle de chacun? C'est-à-dire que, parce que dans l'histoire du management, c'est-à-dire que tu es, enfin, je prends un cas classique que moi je connais parce que je fais beaucoup de marketing, mais je suis assistant chef de produit, je deviens chef de produit, je deviens chef de groupe, je deviens directeur marketing d'une petite marque, puis d'une plus grosse marque, puis d'un pays. Enfin, tu vois, il y a une sorte d'évolution de carrière. Si là tout est aplani, comment je fais évoluer ma carrière? D'abord, est-ce que dans tout ce que tu viens de dire, c'est réellement si
Est-ce que tu ne crois pas qu'on peut faire exactement ce que tu viens de dire en restant sur le même plan? Ah ben c'est une question que je te pose. Voilà, parce qu'en fait, les seuls mots que tu as employés introduisent la notion de gérer des people. Oui. Tu es d'accord? Mais ton métier, ou ton savoir-faire, ou tes compétences, est-ce qu'elles ont vraiment changé? Non, la seule dimension que tu as amenée, c'est le fait de manager. Et le salaire. Et le salaire. Donc, sur les plans, nous, l'évolution de carrière, c'est le rôle du référent parcours. Donc, je vais juste terminer pour répondre à ta question sur mon troisième pilier. Notre troisième pilier, c'est la notion de comité. Ça veut dire qu'en fait, dans notre organisation, tous les référents que je viens de te citer se réunissent une fois par mois dans un comité du même nom. Donc, tous les mois, tu as un comité stratégie, qui est la réunion des 11 référents stratégiques, parce qu'aujourd'hui, il y a 11 équipes autonomes. Les 11 référents stratégie se réunissent en comité stratégie. Les 11 référents performance se réunissent en comité performance. Et là, tu obtiens la transversalité de l'ensemble de l'entreprise. D'accord? Et des décisions sont prises à cet endroit-là. Alors, si on va parler de l'évolution de carrière, eh bien, dans le comité parcours, les référents parcours discutent avec leurs confrères référents parcours des autres équipes pour parler d'un tel ou d'un tel et des réflexions qu'on peut avoir. C'est également dans ce comité que sont prises les décisions d'augmentation. Donc nous, en tant que direction légale, si tu veux, on évoque une enveloppe d'augmentation pour l'année. On la transmet au comité parcours et c'est le comité parcours qui décide des augmentations et comment elles sont attribuées aux gens. Ce n'est pas nous. Ils peuvent s'augmenter eux-mêmes? Oui. Mais c'est juste que si jamais quelqu'un est lui-même concerné par une discussion, il sort de la pièce, ce sont les autres référents parcours qui prennent la décision. Parce que c'est assez logique. Donc, si tu veux, pour l'évolution de carrière, c'est ce rôle, si tu veux, de ce comité parcours, c'est de s'assurer que chacun a bien la possibilité de progresser, est bien reconnu à sa juste valeur par le processus des augmentations, et c'est également à cet endroit qu'on travaille sur les feedbacks 360. Donc, si tu veux, il y a la possibilité justement pour un collaborateur d'être auto-évalué, enfin évalué par tout un écosystème de gens qui gravitent autour de lui, afin d'alimenter ses demandes de formation, ses demandes d'augmentation. Et alors, nous, dans notre organisation, si on n'a plus des fonctions, on a des rôles. Donc, on a un peu plus découpé les choses. Ça veut dire que... je te donne un exemple. Dans ton exemple, tu as évoqué assistant chef de produit, directeur marketing, etc. Nous, en fait, tout ça, c'est potentiellement des rôles différents. Et tu peux tout à fait cumuler des rôles. C'est-à-dire qu'au début, tu es sur un seul rôle, puis tu es devenu bon sur ce rôle-là, tu le maîtrises, donc tu peux maintenant prendre un nouveau rôle. Tu peux également changer d'équipe. Tu peux changer de communauté. Donc, dans notre organisation, ce qui est impressionnant, et ça, je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est une réalité, c'est qu'il y a eu plus d'évolution interne avec cette nouvelle organisation qu'avec l'ancienne. D'ailleurs, les 13 business models ont la même taille en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA? Non. Non, non. Par définition. Tu as des équipes, si tu veux, qui sont sur des produits très matures, avec forte croissance, beau taux d'EBITDA, et d'autres qui sont des produits en lancement, donc beaucoup plus dans l'investissement. Donc non, il y a des typologies d'équipes autonomes très, très différentes. Et donc si tu veux, tu as vraiment cette possibilité d'évoluer, mais quand on a pris conscience, si tu veux, qu'il y avait eu plus d'évolution interne depuis le changement d'organisation qu'avant, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, si tu réfléchis, c'est assez logique, c'est que dans une organisation traditionnelle, quand tu as un manager, qui a un gars dans son équipe, il le reçoit en entretien individuel. Le gars lui dit « j'aimerais bien faire autre chose ». Son premier réflexe du manager, s'il a un gars qui est bien à côté, lui dit « ah bon, mais je peux pas faire quelque chose pour que tu restes, et tu voudrais pas que je te rajoute ça, ou tu voudrais pas que je te... » Mais en fait, classique. Il essaye de le garder. Et c'est humain. On ne peut pas lui en vouloir d'essayer de le garder. Parce que ça va créer un trou. Et il va falloir qu'il gère cette problématique de trou. Et puis quelqu'un de bien, quoi. Et quelqu'un de bien. Voilà. Donc ça l'empêche. Nous, dans notre organisation, si tu veux, il n'y a personne qui peut empêcher quelqu'un d'aller prendre un autre poste. Parce que tu n'as pas demandé ton avis au manager. Tu pars. Tu vas sur le poste d'à côté qui a été ouvert. Et c'est à l'équipe de gérer le fait qu'il y a un trou. Mais c'est comme ça. Et c'est sain. Et là, tu as plus d'évolution. Et donc, tu as plus de gens qui se sentent bien, qui se sentent moins cornaqués. Parce que finalement, dans ce que tu me dis, tu as quand même des phénomènes de plafond de verre. Hein. Le schéma que tu viens de décrire, crois-tu qu'il était valable pour tout le monde? Ah ben non. C'était un peu Highlander, hein. Il y avait peut-être un de l'équipe qui allait pouvoir faire... politique, tu vois, il y avait un petit peu de je joue des coudes et c'est moi qui vais passer devant.
Et ça, ce qui est magique dans notre organisation, si tu veux, je trouve, c'est l'impact que ça a sur les femmes. Parce que quand tu es dans un processus d'élection, tu te rends compte que les élections, alors j'aimerais bien que ce soit vrai en politique, hein, mais c'est pas toujours vrai, mais tu te rends compte que les élections, quand tu es élu par tes pairs, tu es quand même beaucoup plus dans un processus où on met en avant la personne qui a plus les qualités pour te représenter sur le rôle. Alors que quand tu es dans un processus de « je te choisis », ben c'est un peu plus celui qui sait se mettre en avant, un peu plus celui qui sait jouer des coudes qui est choisi. Et donc ça, quand tu observes aujourd'hui, ben finalement, sur les 77 référents, puisque nous avons 7 référents multipliés par 11 équipes autonomes, nous avons donc dans notre organisation 77 référents, et ben on a dépassé la barre des 60% de femmes qui sont référents. Et si tu regardes à l'échelle juste au-dessus, puisque ce que je t'ai pas encore dit, c'est que dans tous ces comités, les référents élisent un responsable de comité pour un mandat d'1 an, pareil. Okay. Donc il y a une forme de... Bon, plus ou moins, de pilotage. Tu as un animateur d'un comité, il n'a pas... Mais ce qui est hyper intéressant, si tu veux, c'est que... imagine que pour nous, Cyril Blaise et moi, ça nous donne un comité de direction élu. Qui change tous les ans. Qui change tous les ans. Enfin, qui peut changer tous les ans, parce qu'il y a des gens qui peuvent être reconduits 2 fois. Mais ça vit. Mais on a un comité de direction qui est élu. Et donc là, nous, on a 7 responsables de comité qui, avec nous, constituent la direction participative de l'organisation. Et le comité d'entreprise, parce que lui, il est élu aussi. Alors, le CSE, c'est effectivement une autre dimension. Le CSE, et d'ailleurs, je vais en parler quand même pour terminer notre transformation, a joué un rôle absolument déterminant. Et je termine juste sur mon exemple pour les femmes, en te disant que là, aux dernières élections, sur les 7 responsables de comité, il y a 6 femmes. Oui. Voilà. Alors que dans l'ancien CODIR, sur 10 personnes, il y avait 2 femmes. Donc tu vois que les proportions, quand tu es dans ce processus, si tu veux, d'implication, de reconnaissance par les pairs, de la valeur de chacun, et que tu n'as pas de sujet politique pour pouvoir te placer, eh ben, naturellement, c'est beaucoup plus favorable aux femmes. Intéressant. Donc ça, c'est vraiment marquant. Pour terminer un petit peu sur notre histoire, donc, juillet 2020, on était avec le Club des Ambassadeurs. À partir de septembre, on écrit, et là, on se rend compte, tu as parlé de la rémunération tout à l'heure, on se rend compte qu'on va aller toucher un sujet un peu sensible, qui est le sujet de la rémunération. On avait déjà pris conscience qu'on allait toucher au contrat de travail des gens, puisque tu avais quelqu'un qui avait une fonction qui était responsable ou directeur ceci, et demain, il ne l'est plus. Déjà, tu touches au contrat de travail. Mais là, on décide d'aller encore plus loin et de se dire, en fait, dans notre organisation, il y avait beaucoup de variables. On avait variabilisé beaucoup de gens. Quand je dis variable, c'était au moins le mois. Hein. Je ne te dis pas de quelque chose que tu touches à la fin de l'année. D'accord. Je te dis au moins le mois. C'était vraiment... en mode commercial. En mode commercial, mais appliqué à plein de métiers. Genre, on avait pratiquement 70% des collaborateurs qui avaient un variable chaque mois. Ok. Tu vois ? Donc le variable, mais depuis le début, c'était intrinsèquement quelque chose de très positif pour nous. Tu performes bien, tu as plus, etc. Puis là, en réfléchissant à toute cette organisation, on s'interroge et on se dit, mais en fait, est-ce que cette rémunération variable ne serait pas vecteur de mal-être ? Alors d'abord pour celui qui le subit, parce qu'en général, quand tu as des variables un peu hauts, tu as aussi des fixes un peu bas. Et donc, en fait, tous les mois, ça veut dire que tu repars un peu bas, et tous les mois, il faut aller le chercher. Donc ça crée un peu une sensation de mal-être. Et puis après, tu as un deuxième phénomène qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui est le phénomène de la survente ou de la sur-objectif de la personne qui est juste avant toi, que tu subis derrière. Exemple, un commercial se met à raconter ou à faire une belle vente, peut-être en disant au client des choses qu'on ne fait pas vraiment, pour avoir sa vente, pour avoir sa com. Puis là, tu as le gars qui arrive juste derrière, qui est formateur, et il faut qu'il... Ben non, mais en fait, on ne fait pas ça. Ah mais votre commercial, il m'a dit que si. Bah oui, mais non. Et puis lui, il faut qu'il termine pour aller toucher son variable, il faut qu'il termine sa formation. Donc il a tendance à bâcler un petit peu la fin, et du coup, le chef de projet, il se retrouve pareil, mais lui, il faut qu'il termine. Donc après, il envoie ça à la relation client, un projet qui est mal terminé, et donc à la fin, tu as un client qui n'est pas très satisfait, qui a été mal déployé, tout le monde un peu sous pression,
Donc quand tu as cette conviction que finalement le variable est peut-être plus vecteur de mal-être qu'il n'apporte, on décide de faire une organisation sans carotte ni bâton et dans une dimension, si tu veux, où on réintègre le variable dans le fixe. Wow. Donc là, on Pour a les gens, créé... c'est vraiment des grosses mutations. Grosse mutation. Donc là, on a décidé de faire une formule de calcul assez simple, mais qui pouvait convenir à tout le monde parce qu'on ne voulait pas faire de négociation individuelle. Une formule où on a décidé de regarder les 24 derniers mois et on a dit à chacun, vous allez prendre finalement la meilleure période de 12 mois consécutive dans ces 24 derniers mois. Comme la retraite, un peu, dans le principe. Ouais. Enfin, et ça devient votre nouveau fixe. ok. Voilà. Donc ça a été une formule. Et alors, pour encapsuler tout ça, et pour revenir sur ta question du CSE, en fait, on a travaillé avec le CSE dans une très très bonne intelligence collective à la négociation d'un accord collectif de performance. Parce que quand tu changes une organisation de la sorte, avec autant de changements, tu peux pas faire ça n'importe comment, tu touches les contrats de travail des gens, tu touches les rémunérations des gens, et donc on a négocié un accord collectif de performance avec le CSE. Cet accord collectif, on a beaucoup écrit, on a travaillé également des logiques de participation et intéressement, on a travaillé la politique de télétravail, on a travaillé tout ce que je viens de te dire sur la rémunération, on a encapsulé tout ça dans un accord collectif de performance, et avec échange avec le CSE, on a déclenché un référendum. Et on a soumis notre changement d'organisation au vote des collaborateurs. Et donc le 17 décembre 2020, nous faisons ce référendum qui est validé à 92% de oui. Ça va vite, hein, c'est même pas un an. Ouais. Tu te rappelles, conférence visio en juin. J'ai bien en tête les dates. En juin et en décembre 2020, référendum validé donc à 92% de oui. Au 1er janvier 2021, nous avons basculé dans ce nouveau modèle d'organisation. Donc ça suppose une très très bonne communication vers les collaborateurs quand même, pour leur expliquer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement des changements profonds auxquels personne, enfin, je ne suis pas habitué à ce genre de changement. Non. Toutes les semaines, quand on se réunissait pour écrire, on avait l'un d'entre nous, il y avait deux personnes qui sont à l'aise dans le... Comment on appelle ça? Le sketchnoting. Enfin, tu vois, ils arrivaient à faire des illustrations des concepts qu'on était en train d'aborder. Et donc, toutes les semaines, il y avait une news qui sortait. À la sortie de notre réunion, Cyril, Sarah et moi, on parlait à Nathalie et Maureen qui faisaient le sketchnoting de ce qu'on venait de se dire et qui sortaient des illustrations pour expliquer les concepts qu'on venait d'inventer, de poser, le concept de référent, le concept de communauté, le concept d'équipe. Tous ces concepts ont émergé au fur et à mesure de toutes les interactions avec le club des ambassadeurs, et donc on les a illustrés au travers du sketchnoting qu'on a diffusé tous les mercredis. Il y avait une newsletter qui sortait pour expliquer l'état d'avancement. Et puis après, bien sûr, on a basculé dans ce nouveau modèle d'organisation. Après, soyons honnêtes, peut-être quand même une bonne partie qui se sont laissés porter, qui n'ont pas vraiment écouté, qui n'ont pas vraiment suivi, et qui ont découvert, arrivé de l'autre côté au 1er janvier 2021, oh, en fait, on a changé de paysage. Ah tiens, j'ai dormi. C'est certain que tout le monde n'était pas ultra éveillé, ultra machin, mais on a accompagné. Voilà. Des gens sont partis, ont quitté la boîte pour ça. Ouais. En fait, tu as deux réponses à ça. Tu as la première réponse qui est, quand tu fais une négociation d'un accord collectif de performance, tu as le droit de refuser la signature de cet accord. Et là, quand tu refuses de signer un accord collectif, en tant que collaborateur, tu as le droit mécaniquement à un licenciement. Et on est même allé plus loin que ça, puisqu'on voulait vraiment que chacun se sente libre. Et donc, lors de ce processus de licenciement, si ça devait arriver, on abondait le CPF, donc le crédit formation du collaborateur, de 3 000 € pour l'inciter à pouvoir aller faire autre chose, et vraiment que ça soit à faire. Et si c'est pas pour toi, c'est OK, tu peux sortir. Au final, il n'y a que 4 personnes qui ont refusé de signer. Donc, on a eu, début 2021, pendant le premier trimestre, 4 personnes qui refusent. Et au bout d'un an, je pense que tu peux en rajouter 6 de plus qui se sont dit, bon, j'ai regardé, en fait, c'est pas pour moi. Mais au global, tu prends ces 10 noms, ce n'est pas plus que le turnover de l'année d'avant. Ouais. C'est 8% de la boîte, quoi. C'est pas catastrophique. Et même aujourd'hui, on est maintenant plus de 4 ans après. Sur les 27 managers et directeurs qui étaient là à l'époque, il en reste encore 22. Oui, donc...
Donc chacun s'est repositionné dans l'organisation, chacun a retrouvé sa place dans un mode différent. Les managers, bien souvent, se sont repositionnés, soit ont trouvé des places dans l'organisation sur des rôles de référents, sur des rôles de responsables de comité, mais ils ont été élus, parce qu'ils ont quand même un talent, et ils ont quand même des choses qui sont reconnues par leur père de fait. Et tu en as d'autres qui ont été ravis de se transformer plutôt sur un rôle d'expert. Tous ces gens, tu sais bien, chez les managers, tu as ceux qui sont plus experts que managers. Moi, je suis le premier. J'ai été manager pendant un petit moment d'une vingtaine de personnes et en fait, je voulais être que expert. Voilà. Je vois très bien. Et tu vois, imagine que tu as été dans une organisation où on t'a dit hey, tu peux ne plus gérer les vins et rester expert et t'es pas moins considéré que les autres. T'aurais pris ça. Moi, oui. Mais... Eh ben, il y a des gens chez nous, pareil. Donc, tu as à peu près 50-50. 50 qui se sont plus transformés experts, 50 qui se sont plus cherchés dans des rôles de référents, des gens qui ont fait un rôle de référent A, puis après un autre rôle de référent, qui bougent, mais parce qu'ils ont cette volonté d'animer, d'accompagner, de faire monter en compétences. Eh ben, on a ce qu'il faut dans l'organisation. C'est juste que ça vit et qu'ils n'ont pas une place garantie. Donc, mais par contre, s'ils sont bons, ils peuvent tout à fait trouver leur place dans l'organisation. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus du coup en se disant, on n'aimait pas trop, on savait pas, on n'arrivait pas à se positionner, on a été testé ailleurs, le retour à l'organisation pyramidale basique, classique, et en fait, à la réflexion. Alors, on n'a pas encore eu ce phénomène-là. Il va peut-être venir. J'ai un nom en tête de quelqu'un que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps qui est parti pour aller voir ailleurs et qui m'a mentionné que ça lui manquait quand même pas mal. Donc, peut-être que cette personne reviendra. Mais non, on a eu d'autres retours, à l'inverse, de gens qui étaient dans notre organisation pyramidale traditionnelle avant, qui sont partis, qui ont suivi de loin notre transformation et qui sont revenus. Voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Il y a eu plusieurs comme ça. Et puis ce qui est assez marquant aussi, c'est encore une fois, c'est très clivant comme mode d'organisation. C'est-à-dire que là, imagine quand tu es un candidat. Bon, la difficulté, c'est que ce mode d'organisation, c'est pas très connu quand même. Hein. Donc tu es un candidat, tu arrives, on t'explique ça. Mais en gros, c'est très clivant. Soit tu avais l'intention de devenir manager parce que c'était le schéma que tu t'étais fait dans ta tête. Du coup, tu te dis, c'est pas pour moi. Soit justement, ce modèle d'organisation t'attire et tu as les yeux qui pétillent. Dans ces cas-là, tu vois, nous, dans le processus de recrutement, tout de suite, on sort du lot un peu par rapport aux offres concurrentes qu'ils pouvaient avoir entre les mains. À partir du moment où le candidat a perçu l'histoire qu'on lui raconte, l'ADN de l'entreprise et ce qu'on peut y faire, on sort vraiment du lot. Et là, je te parlais juste avant qu'on commence d'un de nos nouveaux collaborateurs qui travaille justement sur ces sujets de studio, d'enregistrement comme nous sommes ici. Et ce collaborateur m'expliquait que... tu sais, il me dit, son parcours d'intégration, il me dit, tu sais, j'avais une proposition qui était 20% supérieure à la vôtre, d'un point de vue rémunération. Mais pour votre modèle d'organisation, j'ai décidé de venir chez vous. Donc, pour la première fois, j'arrivais à mettre une quantité un truc. de manière tangible sur quelqu'un qui me dit, non mais ce modèle d'organisation, c'est tellement différent, tellement inspirant, puis j'ai tellement vécu dans ma carrière des choses compliquées, où on n'avait pas la possibilité de vraiment prendre des initiatives, de mettre en place des choses. Voilà, ça c'est une vraie liberté. C'est quoi les erreurs que vous avez faites ou les trucs que vous feriez différemment si c'était à refaire? Écoute, globalement, je pense que je pense qu'on ne peut pas dire le rythme, parce que depuis tout à l'heure, ça t'a perturbé le rythme auquel on est allé. J'avoue. Je ne le positionne pas dans la catégorie des erreurs, parce que comme je t'ai dit dans les leçons qu'on avait tirées, je t'ai dit, si tu le fais à fond. Donc nous, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Tu vois, on est un peu en mode, à un moment, faut tirer, quoi. Parce que si tu es dans un marasme un peu long, en fait, c'est pas performant. Donc on a assumé qu'il fallait y aller fort, vite, mais en se consacrant vraiment au sujet. Par contre, dans les erreurs, je pense que cette notion de rôle de référent, les gens sont élus, mais l'accompagnement à devenir référent, on a sous-estimé ce sujet. C'est-à-dire que tu as des gens qui étaient avec des savoir-faire, un mindset de référent, ils sont arrivés dans ce rôle de référent avec un bagage, soit de management, soit culturel, soit tout ce que tu veux, et ils s'en sont très bien sortis. Mais tu avais une deuxième grosse moitié de gens qui ont dit « Ouais, ça m'intéresse ». Mais en fait, je te dis, on a fait une formation juste sur savoir dire non. En fait, c'est pas facile de savoir dire non. Ça s'apprend. Bien sûr. Voilà. On a fait des formations sur la CNV, communication non violente, comprendre les besoins, savoir faire des feedbacks.
bah, tout ça, en fait, ça s'apprend. Et je pense qu'on est parti un peu vite dans les premières années. Donc, tu as des gens qui sont élus référents, qui se retrouvent à prendre des décisions avec maladresse, à parler aux gens peut-être pas avec le bon mot. Voilà. Donc, tu as eu un peu ces crispations. Et je pense que si on avait voulu faire mieux les choses, on aurait dû construire un parcours de formation à devenir référent. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu vois, on est 4 ans après, on est encore en train de l'écrire. Parce que, en fait, on est rentré dans la phase du turnover. Et là, c'est la première façon de faire, si tu veux, c'est très oral. Donc, on a beaucoup investi sur les 3 premières années. Mais là, bah, y a eu les 3 ans, donc ça a renouvelé beaucoup de gens. Et là, on s'est dit, bah, c'est bête. Tout ce qu'on a dit dans les 3 premières années, on ne l'a pas suffisamment écrit, pas suffisamment transmis. Donc, on va recommencer. Donc là, on est vraiment en train de faire un LMS, un parcours LMS. Donc, LMS, c'est Learning Management System, qui permet justement d'avoir une plateforme, un vrai parcours digital de formation pour les référents. Génial. Voilà, donc ça, c'est vraiment la chose qu'on aurait pu faire mieux au départ. J'ai pas d'autres exemples comme ça, parce que c'est vraiment le point clé sur lequel on a voulu travailler. Le point qui est vraiment intéressant, si tu veux, c'est que pour savoir si ça marche, on a défini un indice, qu'on a appelé l'indice BEC, BEC voulant dire bien-être et croissance. Et on a décidé d'additionner 4 trucs qui ne vont pas du tout ensemble, d'habitude. On a additionné le taux de satisfaction collaborateur, le INPS, avec le taux de satisfaction client, le NPS, sur le principe de la symétrie des attentions, pour bien faire comprendre, si tu veux, que ces 2 sujets sont liés, c'est-à-dire que la satisfaction des collaborateurs va donner lieu à la satisfaction client, avec le taux de croissance et le taux de profitabilité, qui dans le monde des fonds d'investissement s'appelle la Rule of 40. Tu as peut-être entendu ça, mais que si on additionne ces 2 valeurs, une boîte qui marche bien, globalement, c'est si son taux de croissance du chiffre d'affaires et son taux de profitabilité, la somme des 2 fait plus de 40%, c'est une boîte qui va très bien. Quand on a commencé notre transformation au 1er janvier 2021, la somme de ces 4 valeurs valait 25. C'était pas beaucoup. Je sais pas, j'ai aucune idée. Bah, on avait une croissance assez faible. Je te fais confiance. On avait une rentabilité négative. On avait une satisfaction client assez basse et une satisfaction collaborateur assez basse, liée un peu à toute cette perturbation. Où est-ce que vous nous emmenez? C'est quoi toute cette histoire? Et moi, avec fierté, là, aujourd'hui, je peux te dire qu'on est en train de passer la barre des 100. Wow. Ça, je suis plus capable de voir la différence. Okay. Tu vois la 10. Et donc, du coup, on a multiplié par 4 cette performance. On a augmenté la satisfaction des collaborateurs, augmenté la satisfaction client, augmenté la croissance et augmenté la rentabilité. Donc, quand beaucoup d'organisations ou de gens qui nous écoutent, qui disent « Ah, mais t'es un grand malade, de toute façon, l'entreprise libérée, c'est le monde des bisounours, comment tu veux faire de la croissance avec ça, c'est pas possible ». Ben, je dis si, c'est possible. On est passé de 135 personnes à 245 personnes. On a pratiquement doublé de chiffre d'affaires en 4 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a une partie aussi qui est le business model. On en a parlé un tout petit peu au début. D'ailleurs, j'avais une question juste avant. Alors, attends. Il y a une question que je vais te poser juste avant sur la semaine des 4 jours. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous voulez mettre en place typiquement la semaine des 4 jours? Non. En fait, nous, on n'est pas pour la semaine des 4 jours. Parce que ça ne convient pas à tout le monde. D'accord. En revanche, on a créé le concept vraiment de la modulation du temps de travail. Plus souple. Ça veut dire quoi? Et en gros, dans notre organisation, alors la modulation du temps de travail, c'est quelque chose qui existe dans le droit du travail. C'est l'idée que finalement, c'est un volume horaire que tu peux tracer sur l'année. Et en gros, pour éviter que ça fasse pas n'importe quoi, c'est un peu comme un serpent qui évolue entre un plafond et un plancher. Donc, tu peux faire plus, puis après tu fais moins, puis après tu fais plus, puis après tu fais moins, et ça s'étale. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on donne de la souplesse aux gens. Ça veut dire que s'il y a une semaine, parce qu'ils ont un gros projet, ils ont besoin de bosser plus, ils bossent plus. La semaine d'après, ils peuvent bosser moins. Et donc, en fait, si tu veux, la semaine de 4 jours ne convient pas à tout le monde. Par contre, cette possibilité d'adapter son temps de travail pour pouvoir mécaniquement dire, ben ouais, c'est OK, j'ai travaillé plus la semaine dernière, donc la semaine prochaine, je peux travailler moins, et donc, bah, tiens, je vais prendre mon vendredi. Ben, je prends mon vendredi sans poser un jour de congé. Donc, c'est un peu comme si c'était des RTT, sauf que ça n'a pas le nom de RTT, puisque le nom des RTT, c'est imposé à tout le monde. Mais là, l'idée, tu peux avoir des gens qui veulent faire un 9h-18h classique,
Et puis il y en a qui disent, bah ouais, mais moi là, pendant 2 semaines, je suis sur un très gros projet, donc je vais avoir besoin de faire plutôt du 40 heures par semaine que du 35 heures par semaine, donc je mets le paquet, et ben ça me fait un compteur d'heures positif, et du coup, je peux l'utiliser après. Okay. Donc c'est plus souple. Okay, donc si tu as besoin, si tu veux de te faire un week-end de 4 jours pour aller souffler, tu te fais un week-end de 4 jours. Si tu as besoin de juste poser ton mercredi pour passer plus de temps avec tes enfants, tu poses ton mercredi. Mais ça s'équilibre et chacun fait en fonction de ses besoins. Tu as des gens qui n'ont pas ces besoins. Leur imposer à tous les semaines de 4 jours, pour nous, ça n'a pas forcément de sens. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de donner de la souplesse. Et comment ça se pilote pour pas que ce soit vraiment le capharnaüm, c'est le référent performance, qui aujourd'hui s'assure, quand les gens demandent à pouvoir faire de la modulation positive ou négative, de s'assurer qu'on est bien en conformité avec les besoins de l'équipe. C'est-à-dire, tu m'annonces pas que tu fais 3 jours la semaine prochaine, pas là, alors qu'on doit sortir une mise en production la semaine prochaine. Non, ça ne matche pas. Donc, le référent performance est toujours là pour assurer le garde-fou et le pilotage. Et alors, je reviens sur les idées de business model. Ce que tu as dit au tout début, c'est que vous avez changé de modèle, vous avez changé, vous êtes en train de former. On a élargi, ouais. Comment est-ce que c'est lié à ça? Comment tu décides d'un changement de business model? Alors, dans l'histoire de Xelia, pour parler vraiment de business model, tu as un moment clé. Donc, 2005-2009, on adresse un petit peu toute PME. Et là, le vrai changement de business model, c'est 2009. On lit un livre très intéressant qui s'appelle Crossing the Chasm, Traverser le précipice de Moore, qui explique que si tu veux éviter de tomber dans le précipice, tu as intérêt à venir chercher la majorité silencieuse qui est juste après les early adopters, et pour les adresser, il faut verticaliser. Donc au début, on était tout secteur d'activité, et 2009, on décide de verticaliser. Et donc ce sont les verticales dont je t'ai parlé tout à l'heure, le secteur du médico-social, puis les avocats, puis les experts comptables. Et puis là, plus récemment, effectivement, il y a 3-4 ans, ce métier d'éditeur, on le maîtrise, on sait faire, etc. Mais c'est hyper frustrant quand tu fais un outil et que tu te rends compte que les gens s'en servent pas. Ou mal. Et donc on s'est dit, en fait, quand tu es éditeur, tu as tellement la tête sur le guidon en train de sortir des fonctionnalités, de répondre aux sollicitations de ton client, que tu n'as pas le temps de vraiment t'occuper, faire un pas de côté et se poser la question à ton client, mais en fait, c'est quoi ton objectif stratégique? C'est quoi ce que tu veux vraiment faire? Et donc, on a créé des entités, on a fait aussi des croissances externes, on a racheté des entreprises qui faisaient du conseil et de la formation dans les différents secteurs d'activité sur lesquels on était, et on a réintégré tout ce savoir-faire dans notre organisation pour qu'aujourd'hui, on puisse vraiment être un éditeur plus un accompagnateur et un formateur. Donc, on a des consultants qui viennent aider nos clients à se transformer et à mettre en place éventuellement de nouveaux outils. Et puis, on a cette logique de formation. Donc là, c'est effectivement un vrai changement. Et alors, pourquoi on est allé sur la formation? Tu prends le monde du médico-social. On est aujourd'hui face à un enjeu démographique considérable. Vieillissement de la population, évident, le papy-boom. Et alors, factuellement, déjà aujourd'hui, il n'y a pas assez de salariés dans le médico-social, et en particulier à domicile, pour venir s'occuper des personnes qui sont à domicile. Il n'y en a déjà pas assez. Et il y en aura plus demain. Il y en aura moins. Il y aura plus de personnes à domicile demain. Ah oui, et puis il y aura beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en plus, les personnes qui sont actuellement en poste dans le métier de l'aide à domicile, il y en a 30% qui va partir à la retraite également. Donc on est face à un vrai problème. Donc on a un défi. Donc nous, c'est le secteur qu'on adresse. Donc tu peux être là en mode « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et nous, on se dit « non, mais si on pouvait être acteur de ça ?» Et donc on s'est dit, en fait, pourquoi il n'y a pas assez de monde? Parce que les métiers ne sont pas assez valorisés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ce métier? Un métier, généralement, pour le valoriser, il faut lui accorder de la formation. Faire monter les gens en compétences. Or, il y avait un problème sur ce secteur, c'est que comme il n'y a déjà pas assez de gens, tu ne peux pas, en tant qu'employeur, l'envoyer en formation. Oui. Parce que si tu l'envoies en formation pendant 3 jours, qui s'occupe de Madame Martin qui est à son domicile? Personne. Donc tu ne le fais pas. Donc Isabelle, qui n'est jamais envoyée en formation, elle n'est pas contente. Donc elle se barre. Donc turnover. Donc problème. Donc on s'est dit, on va prendre le système à l'envers et on va repenser toute la formation dans une approche digitale. Donc en faisant l'acquisition d'une structure de formation experte du secteur qui était là depuis l'origine du secteur, on a transformé tous ces savoir-faire qui étaient dispensés en présentiel de manière assez classique, on les a transformés en parcours digitaux. Comme ça, aujourd'hui, les auxiliaires de vie, sur leur téléphone, elles peuvent suivre des parcours de formation. C'est de la micro-formation ou c'est... C'est des micro-modules,
Donc c'est Ils sont dans des 5 minutes, vrais quoi. parcours Mmh. et avec de l'hybride, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, quand la personne avance dans son parcours, elle fait un point avec un vrai formateur pour s'assurer, pouvoir poser des questions, validation des acquis, etc. Mais au moins, si tu veux, quand tu es entre deux interventions, entre Madame Dupuis et Madame Martin, tu as 10 minutes, tu peux avancer dans ton parcours. Voilà. Et ça change considérablement le regard des gens, la valorisation. Comme en plus, on l'a fait en mode abonnement à la Netflix, nous, on a créé une plateforme où, en gros, tu es employeur de salariés à domicile, tu les abonnes à une plateforme dans laquelle il y a du contenu. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'heures de formation. Donc, si tu veux, elles ont toujours de quoi progresser. Toujours de quoi progresser. Voilà, donc c'est ça notre vision et ce changement de business model. Donc, notre point d'origine, on est toujours un éditeur SaaS. On a plus de 80% de notre chiffre d'affaires qui est sur l'édition SaaS et on a 20% de notre chiffre d'affaires qui aujourd'hui arrive de ces dimensions complémentaires que sont le mode d'accompagnement et le mode de la formation. Merci beaucoup, Henri. Passionnant. Avec grand plaisir. C'est hyper intéressant. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à toutes tes interrogations sur ce modèle assez particulier. Je crois. Enfin, je crois. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions, mais j'en ai posé quelques-unes. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu comme à moi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode suivant. À très bientôt.